Pourquoi certains des esprits les plus brillants de l'histoire préféraient-ils la solitude? Qu'est-ce qui fait que les grands penseurs sont repoussés par la vie sociale? Et l'isolement est-il une malédiction ou un privilège réservé aux intellectuellement supérieurs? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus pessimistes et visionnaires du siècle, avait une réponse à ces questions, et elle n'était pas du tout tendre avec la société. Pour lui, le monde était plein de gens superficiels, guidés par des impulsions mesquines, pris dans des conversations vides et des distractions banales. Le génie, de par sa nature même, exigeait de prendre de la distance par rapport à ce spectacle médiocre. Comme il l'écrivait lui-même, la solitude est le lot de tous les esprits exceptionnels. Mais avait-il raison? Ou ce mépris de la coexistence sociale n'est-il que le symptôme d'une incapacité à se connecter aux autres? Pensez à des grands noms comme Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton. Tous connus non seulement pour leur génie, mais aussi pour leur isolement. Sont-ils des exemples d'une intelligence qui dépasse l'ordinaire, ou simplement des âmes incomprises, condamnées à errer seules dans le monde? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les idées de Schopenhauer pour comprendre pourquoi les gens intelligents semblent se soucier moins de la vie sociale, et s'il s'agit vraiment d'un avantage ou simplement d'une forme sophistiquée d'aliénation. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas un choix, mais une conséquence inévitable de la supériorité intellectuelle. Plus une personne se démarque intellectuellement, plus il devient difficile de trouver des pairs à son niveau, avec lesquels elle peut partager des idées et des sentiments profonds. Une intelligence supérieure, selon lui, crée une barrière naturelle entre l'individu et la société, car les préoccupations et les intérêts de la majorité sont radicalement différents de ceux qui voient le monde d'une manière plus large. L'homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'il est seul qu'il est vraiment libre. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas seulement un fardeau, mais un refuge nécessaire. Il voyait la société comme un environnement où l'intellect était souvent étouffé par les attentes sociales et les intérêts triviaux de la majorité. Schopenhauer a observé que ceux qui étaient intellectuellement supérieurs ressentaient souvent un sentiment de déplacement lorsqu'ils essayaient d'interagir avec le monde ordinaire, car ils voyaient au-delà des réalités évidentes et comprises qui échappaient à la compréhension générale. Cet isolement peut être remarqué tout au long de l'histoire chez les figures de génie. Nikola Tesla, par exemple, a passé une grande partie de sa vie seul, évitant autant que possible le contact humain, car il pensait que cela interférerait avec son travail. Friedrich Nietzsche, un autre penseur qui valorisait la solitude, affirmait que la foule est une mer dans laquelle se noient les esprits libres. Cependant, cet isolement a un prix. Le besoin de s'éloigner des conventions sociales peut entraîner un profond sentiment d'aliénation. Schopenhauer reconnaissait ce dilemme et croyait que si la solitude pouvait être libératrice pour les grands penseurs, elle pouvait aussi être un fardeau pour l'âme. Pour cette raison, beaucoup des plus grands intellectuels de l'histoire ont traversé des périodes de dépression et d'anxiété, non pas parce qu'ils étaient en faibles, mais parce qu'ils voyaient le monde d'une manière plus profonde que la plupart des gens ne pourraient jamais concevoir. Et puis la grande question se pose. Cet isolement est-il une malédiction ou une bénédiction pour Schopenhauer? La réponse était claire. Il croyait que les grands penseurs devaient accepter la solitude comme un cadeau, car ce n'est que dans le silence et loin de la médiocrité sociale qu'ils pouvaient vraiment réaliser leur plus grande réalisation. Schopenhauer ne voyait pas la vie sociale comme un espace d'échange authentique ou de connexion authentique,
mais comme un grand théâtre où les individus jouent des rôles prédéfinis, piégés dans une éternelle mise en scène des apparences et des intérêts égoïstes. Pour lui, la société n'était rien de plus qu'une scène où les gens agissent les uns pour les autres, cachant leurs véritables intentions derrière des masques soigneusement construits. La sociabilité, pour la majorité, n'était rien d'autre qu'un masque qui cachait sa banalité. Cette vision pessimiste était directement liée à son œuvre principale, le monde comme volonté et représentation, où il soutenait que tout ce que nous percevons n'est rien de plus qu'une projection de notre esprit. Pour lui, la vie sociale n'était qu'une illusion, un spectacle qui détournait les individus de la véritable connaissance d'eux-mêmes et de la nature du monde. Schopenhauer croyait que la plupart des gens étaient piégés par des préoccupations triviales. Le statut, les commérages, les luttes mesquines pour le pouvoir et la reconnaissance. Selon lui, l'être humain moyen était esclave de la volonté, une impulsion aveugle et irrationnelle qui gouverne nos actions et nous maintient piégés dans des désirs sans fin. La recherche de validation sociale n'était rien d'autre que le reflet de cette volonté incontrôlable. Ce mépris de la vie sociale n'était pas propre à Schopenhauer. D'autres grands penseurs ont également exprimé leur dédain pour la superficialité de la société. Nietzsche, par exemple, a dit que les convictions sont des ennemis plus dangereux de la vérité que les mensonges. Il a souligné comment les gens préfèrent s'accrocher à des illusions plutôt que d'affronter la réalité, honnêtement. Ce conflit entre la recherche de la connaissance et les exigences de la vie sociale a créé un abîme infranchissable. Il y a cependant un effet secondaire. La solitude prolongée peut conduire au désenchantement, à l'apathie et même au mépris du monde extérieur. Schopenhauer était bien conscient de cette réalité et a averti que pour ceux qui pouvaient voir au-delà de l'illusion sociale, la seule alternative serait d'accepter cette dure vérité et d'apprendre à vivre avec. Mais comment cet isolement se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? Pourquoi ceux qui sont intellectuellement supérieurs se sentent-ils souvent frustrés par les interactions sociales? Schopenhauer n'a épargné ces mots lorsqu'il a exprimé sa vision de l'humanité. Pour lui, la plupart des gens étaient guidés par des intérêts superficiels et égoïstes, sans aucune inclination à la contemplation ou à la pensée profonde. Cela a créé un gouffre inévitable entre les intellectuels élevés et les masses, qu'ils considéraient comme distraites par des futilités et des futilités. La médiocrité ne se reconnaît généralement qu'elle-même, tandis que le génie voit cette médiocrité, mais se trouve seul. Cet isolement intellectuel se produit parce que le penseur, par nature, cherche à comprendre le monde de manière profonde, alors que la plupart sont préoccupés par des banalités telles que le statut ou le divertissement passager. Le génie cherche à percer les mystères de l'existence, mais lorsqu'il essaie de partager ses idées, il se heurte souvent à l'indifférence ou à l'incompréhension. Cela aide à comprendre pourquoi tant de grands penseurs se sont sentis frustrés par la société. Schopenhauer lui-même détestait vivre avec des gens ordinaires, car il croyait que la médiocrité de la majorité étouffait le génie de quelques-uns. Cette pensée fait écho à la célèbre citation de Voltaire. « Le secret pour ennuyer les gens, c'est de leur dire tout ce que vous savez. » Le problème n'est pas seulement la difficulté de la communication, mais la différence d'intérêt. Le génie recherche les vérités universelles, tandis que la plupart recherchent le plaisir et la distraction. Ce conflit est inévitable pour Schopenhauer. Cette inégalité intellectuelle faisait de la coexistence sociale un fardeau pour ceux qui avaient un esprit élevé. Nikola Tesla, par exemple, évitait les événements sociaux et les interactions triviales
parce qu'il les considérait comme une perte de temps. Isaac Newton était connu pour son irritation et son impatience face aux conversations banales. Même Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres de l'histoire, a admis qu'il préférait la solitude à la compagnie de personnes qui ne partageaient pas son intérêt pour les idées profondes. Cependant, cette distanciation par rapport à la société ne se produit pas seulement par le choix du génie. C'est souvent la société elle-même qui rejette ceux qui pensent différemment. La pensée innovante et inhabituelle provoque souvent de l'inconfort et de la résistance. Nietzsche appelait cela le « ressentiment de la médiocrité », la tendance de la majorité à mépriser et à attaquer ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qui les fait se sentir inférieurs. Ainsi, le génie ne s'éloigne pas seulement de son plein gré, mais il est également chassé par l'hostilité du monde qui l'entoure. Cette distanciation forcée peut générer des sentiments d'aliénation et même de mépris pour la vie sociale. Face à cela, une question se pose. Si le monde est un lieu hostile pour les grands penseurs, comment devrait-il faire face à cette réalité? Schopenhauer croyait qu'il y avait une solution. Il ne s'agissait pas d'essayer de s'intégrer dans la société, mais d'accepter et de cultiver la solitude comme refuge pour la pensée et la contemplation. La solitude pour Schopenhauer est à la fois le destin et un choix. Il considérait l'isolement comme un résultat inévitable d'une intelligence supérieure, mais aussi comme une opportunité de croissance intellectuelle et spirituelle. L'homme moyen ne supporte pas la solitude parce qu'il ne se sent bien qu'en compagnie des autres. L'homme élevé, au contraire, recherche la solitude parce qu'il s'y trouve. Cette vision nous conduit à un point essentiel. La solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Il offre aux penseurs la possibilité de s'immerger dans ses propres idées, sans distraction et sans avoir besoin de s'adapter aux interactions sociales vides qui dominent la vie quotidienne. C'est dans cet espace calme que la créativité s'épanouit et que la compréhension s'approfondit. Beaucoup des plus grands penseurs, scientifiques et artistes de l'histoire ont fait de la solitude leur compagne inséparable. Emily Dickinson a passé une grande partie de sa vie isolée à la maison, se consacrant exclusivement à l'écriture. Kant était connu pour sa routine méticuleuse et son mépris pour les événements sociaux. Beethoven, au milieu d'une surdité croissante, a trouvé dans la solitude la force de créer certaines des symphonies les plus puissantes de l'histoire. La solitude permet non seulement une plus grande profondeur dans la pensée, mais préserve également l'authenticité du génie. Schopenhauer croyait qu'en s'impliquant trop dans la société, l'esprit brillant risquait de se perdre dans les distractions et de compromettre la clarté de sa vision. Cette perspective résonne profondément avec le concept bouddhiste de détachement. L'une des grandes influences philosophiques de Schopenhauer, le bouddhisme enseigne que l'attachement au monde extérieur et les interactions sociales engendrent souvent la souffrance. La vraie croissance se produit dans l'introspection et dans la libération des illusions du monde matériel. Cependant, il y a un dilemme dans ce choix. L'être humain est, par nature, un animal social. La recherche d'appartenance fait partie de notre biologie, et la solitude prolongée peut générer de l'angoisse et de la mélancolie. Même les plus grands penseurs, même s'ils valorisaient l'isolement, souffraient d'un manque de liens significatifs. Nietzsche, par exemple, voyait également la solitude comme un chemin vers la grandeur, mais a admis qu'elle pouvait être douloureuse. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il décrit le philosophe comme un ermite qui descend de la montagne pour partager sa sagesse, mais qui se heurte au rejet et à l'incompréhension. Ce dilemme est réel,
Se retirer de la société est synonyme de liberté, mais il impose aussi un poids existentiel, difficile à porter. Schopenhauer, d'autre part, avait une solution à ce problème. Il croyait que même si le génie ne pouvait jamais s'intégrer pleinement dans la société, il existait un moyen d'interagir avec le monde sans être consumé par sa médiocrité. La clé, pour lui, était d'adopter un détachement philosophique, une sorte de neutralité émotionnelle qui lui permettrait de vivre avec les autres sans trop s'impliquer. Cette stratégie nous amène à la question centrale. Comment naviguer dans le monde sans être absorbé par sa superficialité? Si avoir un esprit brillant signifie finir seul, comment les grands penseurs peuvent-ils vivre en société sans se sentir étouffés par tant de futilité? Schopenhauer avait une réponse: le détachement philosophique. Pour lui, le bonheur appartenait à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Le secret n'était pas d'essayer de s'intégrer ou de changer les autres, mais de cultiver une attitude de détachement serein, comme un observateur qui analyse la réalité sans en être affecté. Au lieu de lutter contre la médiocrité du monde, le penseur devrait apprendre à y faire face, avec la même attitude qu'un scientifique face à une expérience, avec curiosité, mais sans implication émotionnelle. Cela signifie accepter la banalité de la vie sociale sans se mettre en colère, comprendre les limites intellectuelles de la majorité sans être frustré, et maintenir sa propre indépendance mentale sans chercher de validation externe. Cette approche ressemble à celle des stoïciens, qui prônaient le contrôle des émotions face à l'adversité. Marc Aurèle, l'un des principaux représentants du stoïcisme, a écrit dans ses méditations: « Donnez-vous le don d'être indifférent à ce qui échappe à votre contrôle. Le monde sera toujours un endroit plein de distractions vides et de bavardages inutiles, mais c'est à l'individu de décider dans quelle mesure il mérite votre attention. Le penseur ne doit pas s'isoler complètement de la société, mais plutôt interagir avec elle de manière stratégique, en absorbant que ce qui est utile et en rejetant ce qui n'est pas pertinent. » Bien que Schopenhauer n'ait aucune patience pour la société, il ne croyait pas que l'isolement total était la solution. Il savait que même les grands penseurs avaient besoin d'un minimum de contact humain, que ce soit pour échanger des idées ou pour éviter la solitude absolue. Le secret, selon lui, était de bien choisir avec qui se connecter et de limiter les interactions au minimum nécessaire, juste assez pour vivre dans le monde sans devenir fou. Et cette philosophie s'applique très bien aujourd'hui dans un monde plein de distractions numériques, de fausses nouvelles et de relations superficielles. Savoir filtrer les informations et les interactions est devenu essentiel. L'intelligence ne consiste pas seulement à comprendre le monde, mais aussi à savoir comment s'y retrouver sans se perdre. Schopenhauer nous enseigne qu'au lieu de déplorer le manque de connexion avec la plupart des gens, nous devrions le voir comme une marque de notre liberté intellectuelle. Après tout, la solitude peut être un fardeau, mais c'est aussi un privilège, une occasion d'explorer nos propres pensées, sans interférence extérieure. Maintenant, la question se pose. Préférez-vous vous adapter au monde ou l'accepter tel qu'il est, en préservant votre liberté intellectuelle? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement réalisé que la relation entre l'intelligence et l'isolement n'est pas seulement un caprice du destin, mais une conséquence naturelle d'une réflexion profonde. Schopenhauer nous a montré que les grands esprits trouvent souvent plus dans la solitude que dans la compagnie de la foule, non pas par arrogance, mais parce que la superficialité des interactions sociales peut être épuisante pour ceux qui peuvent voir au-delà des apparences.